Pour soutenir la chaîne Angry Wife, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou regarder une publicité sur Utip. Merci et bonne vidéo. L'inceste désigne une relation intime ou amoureuse entre personnes de la même famille. Si cette définition peut paraître simple, on va voir que dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans cette vidéo, je vais parler de toutes les formes d'inceste, même ce que j'appelais le faux inceste dans ma première vidéo sur les fétiches. On trouve de l'inceste dans de très nombreuses œuvres de fiction à travers le monde, donc ce n'est pas du tout un thème propre aux mangas et animés, mais c'est vrai qu'il a connu une certaine recrudescence au Japon, avec l'adaptation de nombreux light novels qui tournent plus ou moins autour du sujet. Et même quand l'œuvre en question ne tourne pas autour de ce thème, il n'est pas rare de trouver un peu d'inceste disséminé ça et là, comme Lifa dans Sword Art Online, qui développe des sentiments pour Kirito qui est à la fois son cousin et son frère adoptif, ou Kanako dans Lovina, la sœur adoptive de Keitaro qui est amoureuse de lui. On va commencer par se demander pourquoi l'inceste? Qu'est-ce qui attire le lecteur ou spectateur japonais dans ces histoires? Bon, évidemment, il y a le côté tabou et amour interdit qui est source de fantasmes, mais on y reviendra plus tard. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que les relations amoureuses au Japon n'ont jamais été aussi compliquées qu'aujourd'hui. Entre autres, la situation économique du pays et les conditions de travail ne sont pas propices au développement du couple. Conséquence, hausse du célibat, virginité à des âges très avancés, taux de natalité en chute libre, mariage avec des waifus, etc. Du coup, c'est pas étonnant que l'inceste soit une source de fantasmes assez prolifique, notamment celui entre frères et sœurs. Bah oui, vous imaginez, avoir comme partenaire quelqu'un d'à peu près le même âge, qu'on connaît depuis l'enfance, avec qui on partage déjà une partie de sa vie intime, et qui vit sous le même toit. Pas besoin de sortir de chez soi ou d'avoir des relations sociales avec des personnes extérieures pour trouver l'âme sœur, c'est le rêve pour un japonais effrayé par le monde extérieur ou qui n'a pas le temps d'avoir une vie sociale à cause de son travail. D'une manière générale, l'intérêt de l'inceste vient de son côté tabou. C'est quelque chose qui peut être mal vu moralement ou socialement, c'est pourquoi on en parle peu dans la vraie vie, tandis que c'est un thème récurrent dans la fiction. L'autre intérêt, c'est le fantasme autour d'une relation interdite, car la transgression est un excellent vecteur de libido. À un détail près qui est que l'inceste n'est pas interdit. Explication. Que ce soit en France ou au Japon, les relations entre personnes d'une même famille ne sont pas interdites par la loi. Attention, gros disclaimer, je ne parle évidemment pas des abus sexuels sur mineurs par des membres de la famille. Ces actes sont interdits de base car ce sont des infractions sexuelles ou de la pédophilie, voir ma vidéo sur le sujet. L'inceste peut être une circonstance aggravante, mais ce n'est pas ce qui caractérise ces infractions. L'inceste n'est pas interdit dans les relations non pédophiles entre personnes consentantes. J'insiste bien sur ce point pour éviter qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. En France donc, l'inceste n'est pas illégal en soi, mais il existe des interdictions. Par exemple, c'est un empêchement à mariage, qui porte sur tous les ascendants et descendants, ainsi que les frères et sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces. Et peu importe que le lien soit de sang, adoptif ou par alliance. Le mariage est possible à partir des cousins en gros. De plus, un enfant issu d'une union incestueuse ne peut avoir de lien de parenté qu'avec un seul de ses parents, qui sera en général la mère. Le deuxième parent est privé de sa parenté, même par un moyen détourné comme l'adoption. Au Japon, c'est en gros la même chose. Les seules différences, c'est que je n'ai rien trouvé qui empêche un enfant issu d'une relation incestueuse d'être reconnu par ses deux parents, et qu'il n'y a pas d'interdiction du mariage en cas de lien d'adoption, sauf évidemment entre l'adoptant et l'adopté. La pénalisation de l'inceste existe dans d'autres pays comme l'Allemagne ou la Suisse. Mais en France et au Japon, on considère que des personnes consentantes peuvent faire ce qu'elles veulent dans le cadre de leur vie privée. C'est juste que l'État ne veut pas leur reconnaître de statut officiel. On constate que le Japon donne beaucoup plus d'importance aux liens de sang. Et c'est vrai que dans les histoires d'inceste dans les mangas, les personnages justifient souvent leurs actes par l'absence de lien de sang entre eux. Par exemple, dans Kiss 6. Le père de Keita s'est remarié avec une femme qui avait déjà deux filles jumelles, Ako et Riko. Il vit avec ses sœurs adoptives depuis l'enfance et celles-ci ne cachent pas leurs sentiments envers lui. Sentiments que leurs parents, totalement irresponsables, approuvent avec joie. Et donc, au Japon, Keita peut parfaitement se marier et avoir des enfants avec une de ses deux sœurs, ce qui ne serait pas possible en France. Dans cet animé, l'interdit ne vient ni du côté consanguinité de l'inceste, ni du côté illégal, ni même moral ou social vu que leurs parents sont d'accord. Il n'y a même pour ainsi dire aucun interdit dans leur relation, alors même que la série se vend sur cet aspect. Après, il y a bien un point qui est un peu dérangeant, c'est le fait que Keita et ses sœurs vivent ensemble depuis l'enfance. Bon, même s'ils s'embrassaient déjà sur la bouche quand ils étaient gamins, et s'étaient déjà promis de se marier ensemble plus tard, il y a tout de même une sorte de relation fraternelle qui a dû se développer entre eux à force de vivre ensemble. Enfin, je veux dire... Elles avaient pas les ovaires en feu dès la maternelle, si? Du coup, je crois que c'est même pire que si ça avait été du vrai inceste assumé et non approuvé par les parents. Parce que là, cet animé a réussi à rendre malsaine une relation sur laquelle pèse zéro interdit. Bon, y a pas à chercher bien loin au final, je sais que c'est juste une série ecchi qui ne sert qu'à être un nid à fantasmes. La situation familiale est similaire dans Citrus. Yuzu et Mei sont des sœurs adoptives qui développent des sentiments l'une pour l'autre. Mais non seulement elles ne sont pas de la même famille et ce sont deux femmes, ce qui fait qu'il y a doublement zéro de chance de consanguinité, mais en plus elles se connaissent
connaissent à peine, ce qui fait qu'elles n'ont aucun passif de relation fraternelle entre elles. Il y a bien Yuzu qui à certains moments de l'histoire essaye de se comporter comme une grande sœur, mais elle finit toujours par craquer. Et si elles cachent leur relation à leurs parents pendant la majeure partie de l'histoire, au final il n'y a aucun problème quand ça finit par se savoir. Ce qui fait partie des éléments qui ont rendu la fin du manga encore plus pourrie, avec une tension totalement artificielle étalée sur plusieurs chapitres et des enjeux complètement gâchés par... Pardon. En France, Yuzu et Mei n'auraient pas le droit de se marier car ce sont des sœurs adoptives. Et au Japon non plus, elles ne pourraient pas se marier, mais à cause de leur homosexualité, pas à cause de l'inceste. D'ailleurs, on peut remarquer que l'inceste est traité à peu près de la même façon que l'homosexualité dans les yuri et yaoi. Une relation taboue mais pas interdite, cachée à son entourage, et souvent représentée sous une forme fantasmée non réaliste. Ah tiens, comme je sens qu'on va me le reprocher si je n'en parle pas, abordons le cas d'Oreimo, un animé harem adapté d'un light novel dont le titre veut littéralement dire « Ma petite sœur ne peut pas être aussi mignonne ». Oui, vous aussi vous êtes déjà mal à l'aise. On y suit Kyosuke, le lycéen le moins intéressant du Japon dans sa vie quotidienne entouré de plein de filles otaku, dont sa petite sœur Kirino, qui se révèle en être une également. Je vous préviens tout de suite, je vais pas être objectif concernant cet animé, qui n'est à mes yeux qu'un gros appareil à brosser les otaku dans le sens du poil. Non mais je veux dire, Kirino c'est une petite sœur tsundere otaku, fan d'érogues incestueux, forte autant dans les études qu'en sport, populaire et mannequin. C'est genre la forme finale du fantasme pour otaku. Pour faire simple, et attention je vais parler de la fin mais j'en ai rien à foutre du spoil, la fin d'Oreimo n'est pas assumée. D'un côté, elle rend légitime la relation entre Kyosuke et sa sœur, car il a laissé tomber toutes les filles pour elle. Manami, une amie d'enfance, est montrée comme se servant de l'inceste comme une excuse pour les juger pendant une crise de jalousie, et ils finissent par se marier symboliquement après avoir lutté contre les normes injustes de la société afin de défendre l'amour véritable. Et d'un autre côté... LOL, nope, c'était un prank en fait. Même si c'est la bonne décision qui est prise à la fin, c'est totalement incohérent avec le chemin emprunté pour y arriver. Donc, pour moi, le sujet de l'inceste traité avec autant de légèreté, c'est un mauvais traitement. Avant de continuer, demandons-nous pourquoi l'inceste est-il mal vu ? Tout d'abord parce que ça fait penser aux affaires d'abus sexuels incestueux sur mineurs. Mais je le répète, il n'est pas question de ça dans cette vidéo, je ne parle que des relations incestueuses consenties et non pédophiles. L'autre raison qui vient en tête, c'est la consanguinité, qui peut fragiliser la santé des enfants. Alors, chose importante à savoir, un enfant issu d'un inceste n'aura pas forcément ce genre de problème, c'est juste un facteur de risque supplémentaire, au même titre que l'alcool ou le tabac chez la femme enceinte. A l'inverse, à partir d'un certain degré de parenté assez éloigné, les enfants sont en moyenne en meilleure santé que les enfants de parents sans aucun lien. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo de Dirty Biology sur le sujet. Après, je ne pense pas que la consanguinité soit un des critères principaux, et ce pour 3 raisons. D'abord parce que les mariages entre cousins sont autorisés dans beaucoup de pays dans le monde, alors qu'on sait que les risques ne sont déjà pas négligeables à ce degré de parenté. Ensuite parce qu'on n'interdit pas strictement aux couples incestueux d'avoir des enfants, ils ont juste moins de droits. Et enfin parce que l'empêchement à mariage peut porter sur des relations où il n'y a aucun risque de consanguinité, comme les liens d'alliance, d'adoption ou les relations incestueuses homosexuelles. Donc on sent que c'est davantage pour préserver un certain ordre social et morale. Enfin, les relations incestueuses sont aussi vues comme une forme d'enfermement, de refus de rechercher une relation extérieure, en opposition avec la norme sociale qu'est l'exogamie familiale. En gros, c'est mal vu d'avoir la flemme de chercher une relation en dehors de la famille. Dans les mangas et animés, c'est ce côté tabou de la relation qui est mis en avant, vu qu'il n'y a pas d'interdiction à part pour le mariage. Le plus souvent, il s'agit de relations entre frères et sœurs, auquel cas on parle de brother complexe ou sister complexe. C'est le cas par exemple dans Koi Kaze et Yosuga no Sora. Spéciale dédicace aux gens qui ont commenté dans mon épisode sur les scènes marquantes que le louche n'était pas amoureux de Euphemia car c'était sa demi-sœur. Et bien si, j'ai vérifié et le louche dit bien qu'il la considère comme son premier amour. Koi Kaze raconte l'histoire d'un frère, Koshiro, et d'une sœur, Nanoka, qui se retrouvent à vivre ensemble après des années de séparation à cause du divorce de leurs parents. Avant de se retrouver chez leur père, ils se croisent une première fois sans se reconnaître, peu après que le frère ait vécu une rupture amoureuse. Leur attirance est ici expliquée par le fait qu'ils n'ont pas passé leur enfance ensemble, et n'ont donc pas pu construire une relation fraternelle. Sans cette barrière, Koshiro succombe à ses pulsions et renifle le soutien-gorge de sa sœur avant de se masturber. Personne ne l'a vu faire, mais il culpabilise tellement qu'il va avoir du mal à construire une relation stable avec Nanoka. Après quelques situations ambiguës, il va fuir, quitter son boulot lorsqu'une collègue apprend ce qui s'est passé, avant que sa petite sœur ne le rejoigne. L'histoire de Yosuga no Sora est similaire, au détail près que c'est la sœur qui se touche en pensant à son frère, et que les deux vont très rapidement consommer leur relation. Le
développement est assez proche dans les deux animés. Les deux frères et sœurs échouent à créer une relation fraternelle, un personnage secondaire fait le guignol en représentant d'une manière malsaine la situation qui va ironiquement arriver, ils vont se laisser tenter une première fois, un autre personnage extérieur va l'apprendre et les juger, ils vont tenter de stopper leur relation, ce qui aura pour conséquence de la renforcer d'autant plus, ils envisagent le suicide, et enfin ils finissent par fuir pour vivre leur couple loin de leurs proches. Dans les deux cas, le scénario joue totalement la carte des amants maudits à la Roméo et Juliette. Deux personnes tombent amoureuses, mais pas de bol, les circonstances font qu'elles vont devoir lutter contre les normes de la société pour vivre leur amour. C'est assez flagrant d'ailleurs quand la personne qui les juge dit simplement que l'inceste c'est pas bien, mais n'a aucun argument pour appuyer son propos. C'est clairement montré comme une injustice, alors que, pour le coup, il pouvait y en avoir des arguments. Déjà, dans les deux animés, on voit quand même vachement plus de désir charnel que de romantisme. Mais à aucun moment, ils ne se disent que c'est peut-être juste une pulsion passagère d'adolescent. Non, direct, c'est l'amour de ma vie, et soit on se suicide, soit on part s'exiler loin de la famille. Surtout que c'est un peu facile de finir sur le début de leur fuite, sans montrer ce qui passe ensuite, notamment leur réaction de leurs proches qui finiront bien par l'apprendre. Dans Koikaze, ça apparaît même comme un abus de confiance des parents, qui n'imaginent à aucun moment ce qu'il se passe. Surtout qu'il y a 12 ans de différence entre les deux. Mais si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, vous savez qu'au Japon c'est légal, oui, bien joué. En parlant de différence d'âge, même si c'est plus rare, on trouve aussi des relations incestueuses entre parents et enfants. Dans ma vidéo sur le yuri, j'avais évoqué ce manga dont je ne sais toujours pas comment on prononce le nom. On y suit Asuka, une lycéenne qui a développé des sentiments pour sa mère, Ayako. Comme c'est du yuri, il y a forcément une certaine dose de fantasme, mais on est très loin de Kiss ou autre nid à fanservice du genre. Déjà, le titre symbolise le fait qu'Asuka partage la moitié de son patrimoine génétique avec la personne ayant le plus aimé Ayako avant elle, son père, décédé avant sa naissance et dont les sentiments se seraient symboliquement réincarnés en sa fille. Ensuite, on n'a pas encore les détails, mais apparemment les deux personnages ont vécu des événements qui les ont amenés à une telle relation, notamment Asuka qui aurait eu une relation ambiguë avec une autre fille. Enfin, même si le manga n'est pas fini, il y a une chose dont je suis quasiment sûr, les deux ne peuvent pas finir ensemble. Même si Ayako laisse sa fille faire certaines choses avec elle pour ne pas la frustrer, elle fixe des limites et surtout elle ne la voit pas comme un partenaire potentiel. En tout cas, j'espère que ça va pas se finir comme Koikaze et Yosuga no Sora. Je pense que la meilleure façon de traiter un sujet aussi délicat, ça serait montrer que oui, ça arrive de tomber amoureux de quelqu'un de sa famille, et qu'il est possible de faire certaines choses vu qu'elles ne sont pas interdites, mais que ça doit rester éphémère, que ce n'est pas un projet de vie durable. Et c'est quelque part l'esprit des lois françaises et japonaises sur l'inceste. On vous laisse avoir ce genre de relation, mais on n'autorise pas le mariage pour empêcher que ça devienne officiel. Comment ? Tu voudrais que je parle d'un manga méconnu qui traite l'inceste d'une façon beaucoup plus subtile que tous les autres jusque-là ? Eh bien, laisse-moi te présenter Les Lamentations de l'Agneau. C'est un manga de Kei Tomei que j'avais évoqué dans ma vidéo sur Sing Yesterday for Me. Ah, et je précise que je parle uniquement du manga. Il existe bien une adaptation animée, mais malgré la présence de Megumi Hayashibara au casting, faut dire ce qui est. C'est dégueulasse. Bref, Kazuna Takashiro est un lycéen qui se met soudainement à avoir des crises après avoir vu ce qui semble être du sang sur le bras de Yaigashi, une fille dont il est amoureux. Plus tard, alors qu'il retourne voir la maison de son enfance, il croise sa sœur Chizuna qu'il n'a pas vue depuis des années et celle-ci lui révèle que leur famille est une lignée de vampires. Mais attention, rien à voir avec les êtres immortels qui ont peur du soleil et n'aiment pas l'ail. Non, dans ce manga, il s'agit d'une maladie psychologique héréditaire qui provoque une soif de sang chronique. Le malade n'a pas besoin de se nourrir de sang pour survivre, il a juste une irrésistible envie d'en boire, sans quoi il ressent des symptômes de manque particulièrement violents. Et autant vous dire tout de suite que boire son propre sang ou du sang d'un animal ne marche pas. Même si ce n'est pas explicitement dit dans le manga, il est fortement sous-entendu que les crises sont déclenchées par le désir charnel. En effet, Kazuna en subit lorsqu'il est en présence de Chizuna ou Yaigashi, qu'il voit en rêve en train de la mordre. Et ça, c'est pas nouveau. La soif de sang reliée au désir et à la bestialité, ainsi que la morsure comme métaphore de l'acte sexuel, sont des thèmes quasi systématiquement associé à la figure du vampire. Kei Tomei a d'ailleurs été inspirée par Aux frontières de l'aube, un film de vampire de 1987, duquel elle a directement repris la scène de la fille qui offre le sang de son bras. Or, on apprend plus tard que pour éviter de dévoiler leur maladie au grand jour, les membres de la famille Takashiro vivaient enfermés et buvaient leur propre sang entre eux. Ainsi, le père, qui venait d'une autre famille et n'était donc pas malade, laissait sa femme boire son sang jusqu'au décès de cette dernière, avant de faire la même chose avec sa fille lorsque sa maladie se déclara. Les symptômes
symptômes apparaissant généralement à l'enfance, le père pensait que Kazuna était épargné et l'envoya vivre chez des amis pour passer une vie normale. Cependant, après la mort du père, le déclenchement de la maladie de Kazuna et sa nouvelle rencontre avec sa sœur, cette dernière reproduit le même schéma que son père en laissant son frère boire son sang tout en refusant catégoriquement de boire le sien, ce qui amènera Kazuna à jalouser son père, tandis que Chizuna jalouse Yaegashi d'être la principale cause des crises de son frère. À cette relation ambiguë s'ajoute le fait que les personnages rappellent tout au long du manga à quel point Kazuna ressemble à son père et Chizuna à sa mère. Je vous rajoute une couche de symbolique sur votre symbolisme ? Allez, c'est pour moi, cadeau de la maison. Les grains de beauté sous l'œil de Kazuna et Chizuna font référence à une croyance populaire, comme quoi ils représenteraient une larme, symbole d'un destin tragique, en plus d'indiquer dans le manga leur appartenance à la même famille et le fait qu'ils soient atteints par la maladie, le seul autre personnage à avoir un grain de beauté sous l'œil étant leur mère. Et puis, alors ça c'est moi qui l'ai imaginé, donc c'est plus une théorie qu'autre chose, mais si on mélange les prénoms Kazuna et Chizuna, on obtient le mot Kizuna. Et si vous avez vu l'anime Kizunaiver, vous savez que ça peut faire référence à Kizu, qui signifie la blessure, et Kizuna, qui signifie le lien, ce qui correspond totalement au thème traité par le manga. Bon, comme c'est pas du tout les mêmes kanji dans leurs prénoms, c'est peut-être un hasard, mais si jamais c'est fait exprès, c'est plutôt cool. Ensuite, je peux pas continuer mon analyse sans faire de gros spoils sur la fin du manga, donc si vous tenez à garder la surprise, je vous donne rendez-vous à ce moment de la vidéo. C'est bon? Il se trouve que le père de Kazuna et Chizuna s'est suicidé, d'une part à cause de la pression psychologique de la maladie de sa fille, d'autre part parce qu'il avait peur d'aller trop loin avec elle en la voyant grandir et ressembler de plus en plus à sa femme, et d'une troisième part parce que Chizuna a tué sa mère. En effet, lorsqu'elle était toute petite, sa mère a tenté de l'étrangler lors d'une crise pour éviter que sa fille n'ait à vivre la même chose qu'elle. Chizuna s'est alors défendue en lui plantant des ciseaux dans le cœur. Son père a alors enterré le cadavre dans le jardin et persuadé Chizuna qu'elle n'a rien fait afin qu'elle enfouisse cet événement au plus profond d'elle-même et l'oublie. L'enfant qui tue un de ses parents pour avoir une relation ambiguë avec l'autre rappelle évidemment le mythe d'Oedipe, tandis que le lieu de l'enterrement est une autre croyance populaire, selon laquelle un cadavre enterré au pied d'un cerisier rend ses fleurs plus jolies. À la fin du manga, Chizuna retrouve la mémoire concernant cet événement, à un moment où son état de santé est au plus mal. Anéantie par la culpabilité et la maladie, elle décide de mettre fin à ses jours. Juste avant de se quitter, les frères et sœurs déclarent leurs sentiments l'un pour l'autre, et Kazuna décide de la suivre dans la mort. Comme dans Koikaze et Yusuga no Sora, on retrouve l'idée des frères et sœurs qui n'ont pas grandi ensemble et qui envisagent le suicide, sauf que cette fois, ils vont jusqu'au bout. Alors que l'histoire aurait pu s'achever ici, Kei Tomei apporte une touche d'espoir dans le dernier chapitre. Si Chizuna est bien morte, la tentative de suicide de Kazuna a échoué. Il est tombé dans le coma et s'est réveillé plus tard avec une amnésie qui lui a fait oublier sa maladie et tout ce qu'il a vécu avec sa sœur. Plus qu'un retour en arrière, il s'agit d'une renaissance, une nouvelle chance pour Kazuna de mener une vie normale sans inceste avec son premier amour, Yaegashi. Dans les Lamentations de l'agneau, l'inceste est la maladie. C'est une malédiction autodestructrice qui amène les personnages à vivre enfermés, à littéralement s'échanger leur propre sang, à cacher leurs relations et qui fragilise leur santé physique et mentale. Si le message de ce manga est bien de faire comprendre que ce n'est pas une relation viable, il n'est pas pour autant culpabilisant, car il montre bien cette relation comme étant un amour tragique mais sincère.